Et déjà rappeler que si on peut reprocher la colonisation de l'Algérie, c'est-à-dire que les pieds noirs à un moment donné étaient des types qui avaient colonisé, c'est-à-dire pour avoir une meilleure vie dans un pays relativement en friche, qu'ils ont fabriqué, parce que en dehors de ce qu'on appelait la régence d'Alger, le reste n'existait pas vraiment en tant qu'Algérie. Et puis souvent d'ailleurs c'était des Maltais, des Espagnols, des Portugais, c'était pas spécialement des Français, et qui étaient quand même des types qui sont allés se retrousser les manches dans l'idée du pionnier américain. Les premiers à s'installer seront les ouvriers parisiens des manufactures nationales mis au chômage et incités à tenter leur chance en Algérie. Puis ce seront les paysans des campagnes françaises, d'Espagne ou d'Italie qui, pour tenter d'offrir un avenir décent à leurs enfants, répondront à l'appel du gouvernement français. Comme le feront des milliers d'Alsaciens fuyant l'occupation allemande après 1870. Ces familles ordinaires et travailleuses découvrent ce western saharien avec ses diligences et ses escortes militaires pour s'enfoncer vers l'intérieur des terres. Souvent, à leur arrivée, ces émigrés européens ne possèdent que ce que le gouvernement veut bien leur offrir. C'est ce que raconte ce paysan de Franche-Comté. En arrivant, on nous a donné une maison, mais il n'y avait ni pain, ni eau. Nous avions seulement une couverture, une paillasse vide et un drap pour coucher 12 personnes. Puis on nous a délivré nos concessions, qui ne sont pas aussi régalantes que nous le pensions d'abord. Voilà, donc c'est pas des gens qui uniquement parasitent, esclavagisent, font suer le burnous, tu vois ce que je veux dire. Il y a à côté, c'est des bâtisseurs. Et sur l'affaire calédonienne, c'est encore pire. C'est quel est le peuple blanc calédonien qu'on appelle aujourd'hui les Caldoches? Essentiellement, ils sont constitués de quoi? Tu le sais ou pas? Ah oui. Oui, des déportés par la Troisième République, des communards. C'est-à-dire que les communards, après avoir été vaincus et massacrés lors de la Semaine sanglante, ceux qui ont survécu, dont Louise Michel, je crois, ont été déportés dans cette terre française en friche et sauvage, ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens qu'on traite de caldoches, colons en leur crachant la gueule, sont des descendants de déportés par la Troisième République et des descendants de communards. Donc ils n'ont pas choisi ce destin. On les a envoyés dans une terre hostile et en friche qu'ils ont valorisé. Ghislain Santacross est l'une des figures de la communauté caldoche. Éleveur depuis l'âge de 14 ans, son troupeau dépasse le millier de têtes. L'éleveur est un descendant de Bagnard, comme la plupart de ses amis caldoches. Pour eux, leur légitimité à habiter ici ne se discute pas. On est tellement là, présents depuis des générations, depuis l'époque du bagne. On fait partie de ce pays comme n'importe quelle autre communauté. On aime le pays comme jamais parce qu'il est aussi le nôtre. Parce que là, c'est la question de à qui appartient une terre. C'est une question philosophique profonde. Il y a deux thèses qui sont valables à mon avis. La terre appartient à ceux qui en héritent de leurs ancêtres. C'est l'idée que la terre promise n'est pas la terre des ancêtres. Là, c'est une terre volée. Mais pourquoi cette légitimité des ancêtres? Parce que ces ancêtres sont ceux qui l'ont travaillé et qui l'ont transformé. Et là, il y a l'idée de la terre des ancêtres et la terre de ceux qui l'ont valorisée par leur travail. Et là, dans l'affaire calédonienne, ces deux idées se télescopent et sont rendues incompréhensibles par la bêtise antiraciste, par l'idéologie stupide antiraciste, qui, je le rappelle, est une manipulation globalement de la gauche communautaire dans un but de créer de la haine raciale et d'empêcher en France la fraternité du peuple de souche et du peuple récemment immigré pour maintenir une domination illégitime, parasitaire et ultra-minoritaire par le diviser pour régner. Et on paye le prix aujourd'hui de cette saloperie, portée par le PS d'ailleurs, et aujourd'hui la situation inextricable en Calédonie vient de ce problème. Parce qu'en réalité, en Calédonie, il y a deux peuples légitimes. Un peuple qui est légitime par l'héritage, parce que c'est le peuple ancestral de ce pays, le peuple autochtone, les Kanaks. Et de l'autre côté, il y a un peuple aussi légitime parce que c'est ceux qu'on a envoyés là-bas et qui, par leur supériorité civilisationnelle, pas au sens de Boas, mais au sens du matérialisme historique, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la technique, ont transformé et valorisé cette terre par le travail, notamment l'exploitation du nickel, etc. Et les Kanaks bénéficient, alors dans quelle proportion est-ce qu'il y a de l'exploitation, du mépris racial? Il y en a forcément, mais bénéficient aussi de cette fuite en avant civilisationnelle, de ce progrès civilisationnel, et quand ils accusent les Caldoches d'être des colons, ils ne renoncent pas pour autant
aux acquis que leur ont apporté ces colons, qui est un acquis essentiellement de développement par le travail. Ces colons ces colons, si on les appelle comme ça, ne sont pas des parasites, ce sont des travailleurs. Donc en fait, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est normalement le lieu de rencontre de deux peuples légitimes, les Kanaks comme peuple historique et les Caldoches comme peuple qui a apporté ce qui a transformé la Nouvelle-Calédonie en une terre dont tout le monde bénéficie. Je l'espère, et c'est ça le seul sujet de discussion. C'est est-ce que tout le monde en bénéficie? Bon, après, de dire les Kanaks sont le peuple autochtone mis en minorité, c'est un peu facile comme discours, surtout que là, s'ils ont tout cassé, c'est parce que il y avait une réforme électorale qui était peut-être un peu idiote, qui voulait quand même faire remarquer que beaucoup de gens qui vivent et qui travaillent en Nouvelle-Calédonie n'ont pas le droit de vote. Dans ces accords, il a notamment été décidé d'une chose. Seuls les Kanaks, le peuple autochtone de l'archipel, et les habitants de longue date, pourraient voter à certaines élections et référendums. Cette restriction avait été décidée pour que des personnes, majoritairement européennes, arrivées depuis quelques mois ou quelques années à peine, ne puissent pas décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on appelle le corps électoral spécial. Aujourd'hui, environ 40 000 personnes en sont exclues, dont des personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y vivant depuis plus de 40 ans. Et ce qui est marrant, c'est que normalement, ça, c'est une idée de gauche, que ceux qui travaillent dans le pays devraient... Jean-Luc Mélenchon, il plaide maintenant pour la régularisation massive des migrants. Il faut, y compris les personnes qui sont ici, qui travaillent ici, il faut les régulariser. Tous les travailleurs et les travailleuses sans papier doivent être régularisés parce que c'est un droit, c'est une question de justice sociale. Donc c'est-à-dire que la gauche qui devrait soutenir cette réforme la refuse en soutenant finalement une vision ethno-raciale, c'est-à-dire la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est aux Kanaks parce qu'ils sont noirs. Créer, comme le veut ce texte, de manière unilatérale, un corps électoral ouvert, c'est rouvrir les colonies de peuplement et renouer avec les stratégies historiques étatiques de minorisation des Kanaks. Alors qu'on oublie le paramètre du travail. Est-ce que la terre appartient à ceux qui l'ont héritée ou à ceux qui la travaillent? Alors les Kanaks sont les héritiers, mais ce ne sont pas ceux qui la travaillent. Ceux qui la travaillent sont les Caldoches, si on veut prendre ces concepts sérieusement. Et normalement, il faut qu'il y ait réconciliation et partage entre ceux qui la travaillent et ceux qui l'ont héritée. Ce qui d'ailleurs nous éloigne beaucoup de la situation israélienne, hein, parce que c'est là qu'on voit les doubles standards dans tous les domaines. On ne traite pas la question calédonienne comme on traite la question israélienne, hein, on le voit. Là, j'aimerais quand même qu'on soit dans l'universel. Hein, à un moment donné, il n'est pas question de chasser les Israéliens nés en Israël de 3e génération, de les chasser sous prétexte que leur grand-père a volé Israël aux Palestiniens, parce que quand même il y a eu une transformation qui s'est appelée la réalité israélienne contemporaine. Et le problème c'est quoi? C'est que le Palestinien de souche, qui correspond au Kanak, est un sous-citoyen dont on lui dit que c'est pas le pays. Un juif ne peut pas être un colon judée. Un juif. Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. Or, le Kanak n'est pas traité comme un Palestinien en Nouvelle-Calédonie. Hein. Au contraire. Il a le privilège de l'Israélien, d'une certaine manière, qui dit « c'est ma terre pour l'éternité, quoi que tu aies fait dedans ». Or moi je dis qu'il y a deux manières de considérer à qui appartient une terre. C'est est-ce que c'est la terre de tes ancêtres? Est-ce que c'est la terre que tu travailles, hein? Et là, avec l'Israël, on n'est pas bon. Et moi je voudrais le même traitement sur la question algérienne, le même traitement sur la question de Nouvelle-Calédonie, le même traitement sur la question israélienne. Et il faut combiner ces deux paramètres moraux, qui sont la terre et la terre des ancêtres. Mais c'est la terre des ancêtres parce que c'est eux qui l'ont travaillé et transformé. Comme quand un crétin, comme on dirait d'Algérien français, me disait à l'époque, c'est mes parents qui ont construit la France. Et moi je disais, ils ont peut-être beaucoup travaillé pour la reconstruire à partir des années 50-60. Mais je vais te faire visiter les châteaux de la Loire, connard. Et tu vas voir que la France, elle existe depuis bien avant, tu vois, depuis les Gaulois et au moins depuis le baptême de Clovis. Donc vous avez participé depuis une génération. D'ailleurs, c'est ton père qui l'a fait, toi tu fous rien. Oh, donc ton père l'a fait, parce que c'est souvent le paradigme des banlieues sur le travail des OS et des O1 de l'époque de Billancourt. Mais nous, les Français de souche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, on peut compter. Les médias à la botte et même certains partis dits de gauche se plaignent qu'on ne voit que des drapeaux étrangers dans les manifestations pro-palestiniennes, contrairement, ajoute-t-il sournois, aux manifestations pro-israéliennes. Or, dans le même temps,
les organisations dites de gauche qui chapeautent les manifestations pro-palestiniennes interdisent aux patriotes français d'y défiler avec le drapeau national de la France, et ce sous peine de violence. On peut se demander à quel jeu ils jouent. Bravant l'interdit, nous avons donc décidé, nous, patriotes français d'égalité et réconciliation, de ne plus demander dorénavant aux organisations dites de gauche l'autorisation de nous joindre aux causes qui nous semblent justes et conformes à nos valeurs. Nous, patriotes français, qui sommes traités depuis 30 ans en palestiniens dans notre propre pays, sommes donc venus aujourd'hui apporter le soutien de la résistance française à la résistance palestinienne. Car nous, patriotes d'égalité et réconciliation, ne sommes pas ici pour soutenir une quelconque braquaille ou un quelconque islamisme, comme feignent de le penser nos détracteurs. Nous, patriotes français, sommes d'abord ici au nom des valeurs chrétiennes et humanistes qui fondent notre pays, pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous, résistants français d'égalité et réconciliation, par notre présence ici, voulons saluer l'héroïque résistance du ghetto de Gaza, comme nous aurions salué, il y a 60 ans, au nom des mêmes valeurs, l'héroïque résistance du ghetto de Varsovie. Comme nous voulons saluer partout, au Venezuela, en Iran, en Russie, la nouvelle résistance qui se lève contre le nouvel ordre mondial sous impérium américain. Non, mon père, 17 générations de Savoyards, et ma mère, on remonte aux croisades, au roi de Jérusalem et à la Sainte Croix, hein, Savoie, hein, voilà. Donc à un moment donné, est-ce que tu es légitime dans la région? C'est pour ça que je disais que j'étais très légitime dans la région où je suis en ce moment, qui s'appelle la région lémanique. Parce que d'un côté et de l'autre du lac Léman, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Le premier qui est monté à Paris, c'est mon père. Mais ça, c'est donc toujours combiné. La légitimité, c'est les ancêtres et le travail. Et si tes ancêtres ont cessé de travailler, c'est un peu normal que tu finisses par être dépossédé. Et si toi, tu as envahi le pays, mais que tu ne l'as pas transformé par ton travail, hein, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'apporte la technologie, la civilisation, etc., ce qui est toute l'histoire de l'Afrique et toute l'ambiguïté de l'Afrique postcoloniale, c'est que les mecs veulent pas du colon, mais ils veulent bien garder l'héritage colonial quand il s'agit des infrastructures routières. C'est ce que je disais à un moment donné à Kémy Séba, tu m'insultes avec le portable que tu as dans la main, mais est-ce que ta civilisation là, que tu mets en avant est capable de produire cet objet? Et est-ce que tu as le courage de t'en débarrasser? Tu sais, comme exactement dans ce très beau film Apocalypse Now, sorti d'un livre qui s'appelle, je crois, Putain de guerre en anglais, dans la langue américaine, dit bien qu'à un moment donné, le génie des Vietnamiens, quand les Américains veulent justifier leur présence en vaccinant les enfants, et que les mecs, ils coupent tous les bras des enfants vaccinés. We left the camp after we had inoculated the children for polio. And this old man came running after us, and he was crying. He couldn't see. We went back there, and they had come and hacked off every inoculated arm. There they were in a pile of little arms. And I thought, my God, the genius of that. The genius, the will to do that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure. On est dans une radicalité totale. Vous ne nous aurez pas par l'apport technicien ou médical, hein. Et ça, je comprends tout à fait, mais ça, faut le démontrer. C'est-à-dire, tu chasses le soldat, mais tu chasses aussi le médecin, et tu chasses aussi l'ingénieur, tu vois. Alors que là, c'est tu chasses le soldat, mais tu gardes le médecin et l'ingénieur, tu vois, et tu continues à cracher sur le soldat. À un moment donné, le courage et l'authenticité politique des Kanaks, vous chassez les caldoches, mais vous vivez comme vous viviez dans le temps. Or non, vous voulez même pas sortir de la France, parce que la France, c'est aussi les aides sociales. C'est aussi tout le pognon qu'on déverse là-bas. On le déverse aussi parce qu'on a besoin du nickel, bien sûr, et que le nickel, c'est un matériau très important dans l'armement. Donc on va pas être naïf non plus. Mais je veux dire, il y a la malhonnêteté aujourd'hui par l'antiracisme est beaucoup plus chez les Kanaks que chez les caldoches. Et d'ailleurs, c'est eux qui pratiquent la violence. Et on sait ce que deviennent ce genre de pays quand les Européens se barrent. On a l'exemple de l'Afrique du Sud. J'ai personnellement vu l'exemple du Zimbabwe, qui s'appelait avant la Rhodésie. Et comment ça se passe quand les méchants blancs s'en vont. Effondrement économique, effondrement technique et finalement effondrement politico-civilisationnel du pays. Et en réalité, on se démerde pour les faire revenir en douce, hein, les techniciens et les ingénieurs. Mais par contre, pour maintenir une espèce de fausse paix civile par le roman national, on continue à cracher à boulet rouge sur, ça s'appelle le roman national algérien. On dirait qu'on est toujours là, hein. Depuis 62, on n'est plus là. Et par contre, si l'Algérie existe encore, c'est par la manne pétrolière et gazière. C'est entièrement dû à la France.
toujours au niveau technique. Hein. Et l'argent est partagé sur des comptes en Suisse, entre des dynasties de militaires dans lesquelles on retrouve la famille d'ailleurs de Salim Laibi, et puis des multinationales françaises. Monsieur Malti, vous êtes l'un des ingénieurs créateurs de la Société des pétroles algériens et vous publiez l'histoire secrète des pétroles algériens, de cet or noir algérien si maléfique, aux éditions de la Découverte. Pourquoi avoir attendu autant d'années pour sortir cette histoire absolument incroyable? Ce livre, je comptais le faire déjà depuis longtemps. Le but étant, premièrement, c'est une histoire qui est très peu connue par l'opinion publique algérienne d'abord et mondiale bien entendu. Donc je comptais révéler un peu tout ce que je sais sur le pétrole algérien. Et puis l'évolution des choses en Algérie a fait que les différents dirigeants qui se sont succédés se sont de plus en plus accaparés des ressources en hydrocarbures du pays, et les utilisant beaucoup plus pour leurs intérêts personnels que pour le bien-être, mettons, de la population. Tout ça se passe au-delà et au-dessus du peuple français et du peuple algérien, dans des comptes en Suisse, avec des élites militaires algériennes et le grand capital français profondément antinational. Et ça, c'est le sérieux qu'on a toujours proposé à Égalité et Réconciliation comme seule possibilité de réconcilier les deux souches et les exogènes, parce que les indigènes c'est nous. Hein. Et là, sur l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, le mensonge antiraciste, qui d'ailleurs donne aujourd'hui le double discours stupide de Macron, qui fait qu'il a en plus attisé le brasier, fait que la Nouvelle-Calédonie est dans une impasse totale, je sais pas comment elle va en sortir, avec des Kanaks qui détruisent tout ce que les Caldoches ont fait, et des Caldoches qui sont agressés systématiquement, ce qui fait qu'ils sont obligés de s'organiser en milice et d'en appeler à l'armée française. Et si on en était encore à l'épopée coloniale du général Bugeaud, on n'y est plus, la question serait réglée en 15 jours, hein, par un massacre de masse. Hein. Grâce aux peintures d'Horace Vernet, qui a immortalisé cette conquête, nous mesurons la violence d'une campagne dirigée par le maréchal Bugeaud. Bugeaud, monarchiste exalté, a fait le choix d'une guerre sans merci. Ses troupes ont l'ordre de tout détruire sur leur passage. Pillage, viol, destruction. Le pays est bientôt à feu et à sang. L'infrastructure routière, électricité, eau courante, médecine, tout ça, les Kanaks en profitent. Et il n'est pas question qu'ils y renoncent. Hein. Parce que moi, je respecterais le combat des Kanaks s'ils renonçaient à tout. Et qu'ils retournent à leur situation pré-coloniale. Hein. Ça s'appelle qu'ils reviennent des sauvages. Pas juste qu'ils soient des sauvages, aujourd'hui, la manière dont ils se comportent, bénéficiant en crachant dessus de tout ce qu'a permis la civilisation occidentale ou française d'apporter à la Nouvelle-Calédonie. Et là, il y a possibilité quelque part d'un salut de ce territoire. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Sinon, ça va aller soit le fait que tous les Caldoches vont se barrer, parce que c'est physiquement dangereux, on peut s'y faire tuer là-bas, et puis les Kanaks vont se retrouver face à eux-mêmes, et là ils pourront plus pleurer sur Papa France qui donne l'argent de poche, hein, parce que c'est quand même ça la réalité. Alors peut-être qu'ils iront se vendre à un autre empire, aux Chinois, parce que c'est peut-être ça aussi. Les élites Kanaks, c'est se vendre au plus offrant. On se débarrasse du français, parce que derrière, on a des propositions avec les Chinois, ou je sais pas quoi, ou les Australiens, et puis derrière, les Américains, etc. Parce qu'il faut aller voir. Hein. Plus on regarde dans ce qu'il y a derrière l'indépendantisme kanak, plus ça pue la merde. Hein. Je vous le garantis. Il suffit de s'y intéresser. Pas comme Dieudonné, mais comme moi. Pas juste sur une sympathie raciale de spectacle, mais sur ce qui sont les vraies valeurs. Qui travaille, qui souffre, qui ment, qui est cohérent, qui est dans la contradiction.